Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la ville de Sainte-Foy-les-Lyons et la ville de la Mulatière pour cette invitation. Je vais vous parler de l'histoire et de la mémoire de la Shoah en France et en Europe pour une journée particulière qui est celle de la journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des génocides. Nous avons assez peu de temps, à peu près une demi-heure, 45 minutes. Donc je ne vais pas me lancer dans un exposé didactique, universitaire sur l'histoire et la mémoire de la Shoah, mais simplement vous proposer quelques grandes lignes à travers un certain nombre de documents photographiques et essayer de faire ressortir quelques lignes de force sur ce qu'est l'histoire, mais aussi la mémoire de la Shoah. Et je voudrais d'abord commencer à remercier aussi Jean Lévy, qui est le délégué régional des fils et filles déportés juifs de France, qui est une association qui a été fondée par Serge et Beat Klarsfeld, donc sur cette photographie, qui sont deux militants de la mémoire et qui ont fondé cette association en 1979. Et cette association et leur action ont eu pour effet de renouveler l'historiographie de cette période en France. On peut dire que cette association a apporté un nombre de documents dont aujourd'hui les historiens se servent encore, et aussi des actions en justice, voilà, dont la plus connue, puisqu'on est ici en région lyonnaise, c'est celle du procès Barbie. Hein, l'arrestation de Barbie en 83 en Bolivie, son expulsion, et puis son arrivée en France, et le procès qui a eu lieu du mois de mai au mois de juin, début juillet 1987. Voilà, et Barbie a été condamnée à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, et c'était une première. Et le retour de Barbie en France, on le doit à l'action de Serge et Beat Klarsfeld. Et je reprendrai plus loin le développement sur l'action de Serge et Beat Klarsfeld pour l'histoire et la justice. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous emmener pas très loin de Perpignan et passer la frontière pour aller en Espagne, dans un tout petit village qui s'appelle Portbou, sur la côte, et vous commencer par un mémorial dans ce petit village qui s'appelle le mémorial Walter Benjamin. Alors Walter Benjamin, c'était un philosophe allemand, traducteur, critique d'art, et c'était vraiment l'archétype de l'intellectuel européen. Et Walter Benjamin s'est suicidé en 1940 de peur d'être remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises. Alors, un mystère qui plane un peu sur sa mort, on ne sait pas si c'est accidentel ou si c'est suicidé, mais en 1940, en tout cas, il met fin à ses jours. Et un artiste israélien, Danny Caravan, lui a consacré un mémorial. Alors pour ceux qui peuvent se rendre à Portbou, je vous conseille d'y aller. C'est un mémorial tout à fait fascinant. Et vous avez un escalier qui descend sur la mer avec une plaque de cristal. Et sur cette plaque de cristal est gravée une phrase de Walter Benjamin qui dit « Honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue qu'honorer celle des gens célèbres. L'idée de construction historique doit se consacrer à cette tâche. » Et c'est-à-dire travailler sur la mémoire des anonymes. Et quand on parle de la mémoire de la Shoah, si on cite les chiffres, ils sont absolument vertigineux. Et il me semble, pour rendre hommage aux victimes, il faut travailler sur toutes les victimes. Que ce soit les juifs célèbres qui ont été engloutis par la Shoah, les savants, les écrivains, les philosophes, mais aussi les anonymes. Ceux qui vivaient dans les villages, ceux qui vivaient dans les villes. Et je suis obligé, pour commencer, de vous donner quelques chiffres, et puis très rapidement on basculera sur les photographies des victimes, mais aussi on regardera de près la question des assassins. Mais la Shoah, il faut savoir, donc cet événement commence, l'extermination est probablement décidée à l'automne 1941, jusqu'au début de l'année 1945. Et les historiens estiment qu'il y a eu à peu près 6 millions de morts. Alors sur ces 6 millions de morts, il y en a eu à peu près 3 millions qui ont été assassinés dans les centres de mise à mort,
Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, voilà. Et environ 2 millions qui ont été probablement fusillés, ce que le père Patrick Desbois a nommé la Shoah par balle, et environ 1 million qui sont morts dans les ghettos. Voilà. Donc 3 millions dans les centres de mise à mort, 2 millions, 2 millions fusillés, notamment à l'est de l'Europe, et puis 1 million qui sont morts dans les ghettos, là principalement donc, à la fois à l'est et puis en Pologne. Pour la France, on estime qu'il y a eu 80 000 juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 76 000 ont été déportés, donc de France vers les camps de la mort, principalement Auschwitz, mais aussi Sobibor. Et puis 3 000 sont morts des mauvaises conditions de vie dans les camps d'internement français. Et à peu près 1000 ont été fusillés, soit comme résistants ou otages. Voilà. Et puis pour la région Rhône-Alpes, on estime qu'environ il y a 4300 déportés et à peu près 300 personnes qui ont été fusillées. Voilà. Donc, alors ça reste des chiffres. Et ce que je vous propose pour parler de cet événement inouï qui est la Shoah, c'est de vous parler des victimes et aussi des assassins. Et d'abord commencer par les victimes. Et je voudrais vous montrer des photographies de juifs en Pologne, en Ukraine, en Russie, en Allemagne. Et vous voyez, ces photographies qui ont été prises avant la guerre. Alors c'est des photographies que je suis allé prendre sur le site de Yad Vashem, vous savez, qui est cet institut de la mémoire à Jérusalem, en Israël. Et régulièrement, Yad Vashem organise, crée des expositions virtuelles. Et récemment, l'année dernière, ils ont créé une exposition qui s'appelait les Juifs et le sport. Et c'était des photographies des clubs sportifs juifs avant la guerre. C'était des photographies tout à fait étonnantes. Donc, je laisse défiler ces photographies. Alors là, ça ne concernait pas le sport, mais c'est une école en Russie. Les fameux clubs de foot. Là, c'est une photographie allemande où ce sont des soldats allemands en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale. Là, on est à Grodno en Pologne. Là, on est en Russie. Et vous voyez, c'est un mélange assez étonnant où on voit des élèves avec une casquette un peu soviétique et puis vous avez à l'arrière-plan le rabbin. Là, des juifs en Ukraine qui ont été intégrés dans des colonies agricoles juives, donc à partir du milieu des années 20. Et puis ici, une photographie que vous connaissez sans doute, qui est une photographie emblématique, qui est celle des enfants d'Isieux dans l'Ain. Alors, si je vous ai montré ces premières photographies, c'est pour essayer de faire passer cette idée de la diversité du monde juif. Vous avez dans l'entre-deux-guerres à peu près 10 millions de juifs en Europe, et vous avez des juifs de toutes conditions sociales, vous avez des juifs qui sont très croyants, d'autres pour qui ils vivent leur judaïsme, on va dire, sur un mode plus culturel, mais on a une immense diversité, et ils sont traversés par des courants politiques aussi extrêmement divers. Et ici, c'est la photographie donc, des enfants d'Isieux. Alors les enfants d'Isieux, pour vous rappeler, c'est une colonie qui est fondée en mai 1943 dans l'Ain par Sabine Zlatin, qui appartient à un réseau qu'on appelle l'œuvre de secours aux enfants. Et elle arrive à placer une trentaine d'enfants au départ, et puis ensuite le nombre va grandir. Ce sont des enfants juifs dont les parents ont été arrêtés et déportés, qui se retrouvent orphelins, qui sont sortis des camps d'internement français et placés dans l'Ain à Isieux. Alors Isieux, c'est à 80 km de Lyon. À l'époque, il fallait 4 à 5 heures pour aller à Isieux. Aujourd'hui, il faut à peu près 1 heure. Aujourd'hui, vous avez un mémorial qui s'appelle la Maison d'Isieux, Mémorial des enfants juifs exterminés. Je vous invite là aussi à vous rendre sur les lieux. C'est un lieu absolument incroyable. Et ces enfants ont vécu à peu près un peu moins d'1 an à Isieux, du mois de mai 1943 au 6 avril 1944.
Et le 6 avril 1944, le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a donné l'ordre d'arrêter les enfants. 44 enfants ont été arrêtés, leurs 7 éducateurs. 44 enfants ont été déportés, les 7 éducateurs aussi. Aucun des enfants n'est revenu de la déportation. Il n'y aura qu'une seule survivante parmi les éducatrices, Léa Feldblum. Et c'est la photo que je vous montre ici. Elle est intéressante parce qu'elle a été prise probablement à l'été 1943. Les enfants que l'on voit sur cette photographie sont la plupart tous orphelins. Quelques-uns correspondent avec leurs parents, mais la plupart sont orphelins. Évidemment, ils ne savent pas et certains d'entre eux ne le sauront jamais puisqu'ils vont être arrêtés le 6 avril 1944. Et la question qu'on peut se poser quand on a ce type de document historique, c'est en fait, qui sont ces enfants ? C'est une question qui peut paraître toute simple, mais qui sont-ils ? C'est-à-dire, qui sont ces victimes de la Shoah ? Alors tout d'abord, ces enfants, effectivement, sont tous juifs. Et comme je vous l'ai dit précédemment, quand on dit juif, ça veut dire que vous pouvez avoir des juifs très croyants, d'autres qui ne croient pas du tout en Dieu, qui vivent finalement leur judaïsme sur un mode plutôt culturel, qui font quelques fêtes. Et donc déjà, on pourrait passer presque une heure à développer sur ce que pouvait être le judaïsme dans l'entre-deux-guerres et au tout début de la guerre. Donc on a ici des enfants qui sont juifs. On a aussi des enfants qui sont nés dans plusieurs pays. Vous avez des enfants qui sont nés en France, mais dont les parents sont nés par exemple en Europe de l'Est. Vous avez des enfants qui sont autrichiens, qui sont polonais, qui sont allemands, qui sont roumains. Vous avez même parmi ces enfants d'Isieux 7 enfants qui sont nés en Algérie. Donc, et à l'époque, l'Algérie était un des 3 départements français. Et donc vous avez une immense diversité de nationalités. Donc ce sont des enfants juifs allemands, juifs français, juifs autrichiens, juifs polonais, juifs roumains. Donc enfants juifs avec plusieurs nationalités. Et si on essaye d'aller plus loin, finalement, sur cette photographie, vous avez toute l'Europe. C'est-à-dire que vous avez, si on prend la nationalité des enfants, on arrive à peu près à 9-10 nationalités. Si on prend la nationalité des parents de ces enfants, on a à peu près une vingtaine de nationalités. Et si on remonte jusqu'aux grands-parents, si vous prenez l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Europe de l'Ouest, on a quasiment toute l'Europe qui se retrouve, qui peut se lire finalement dans cette photographie. Et puis, si on va encore plus loin, et là je reviens au procès Barbie, Barbie a été jugé donc, pour l'arrestation en partie de ses enfants d'Isieux, et il a été jugé pour crime contre l'humanité. Donc avant finalement de porter un regard sur l'origine de ces enfants, à savoir enfants juifs de plusieurs nationalités, européens, ce sont avant tout des êtres humains. Et si je vous dis tout ça, si je fais ce jeu des échelles, c'est simplement pour vous dire que finalement l'histoire de la Shoah, c'est, quand on la prend en compte, on la prend en compte au nom de l'histoire juive, on pourrait la prendre en compte au nom de l'histoire nationale et des histoires de chacune des nations dont j'ai cité les noms, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Russie. Mais c'est aussi une histoire qui est profondément européenne. Et puis avant tout, c'est une histoire qui est universelle. C'est une histoire qui touche toute l'humanité. Donc il n'y a pas besoin d'être juif finalement pour avoir un intérêt pour cette histoire, pour avoir de l'empathie pour ces enfants. Ça touche bien sûr toute l'humanité. Voilà. Et quand on a en face ce type de document, on doit vraiment toujours se demander finalement qui on regarde. Voilà. Qui sont ces enfants ? Et, voilà. Et quand on fait ce petit jeu, on arrive donc à avoir cette échelle à la fois du particulier à l'universel. Et je voudrais maintenant vous montrer d'autres documents. Là, on était dans l'Ain, à côté d'Isieux. Maintenant, on va faire un saut. On va partir en Ukraine, dans le centre de l'Ukraine, dans une petite ville qui s'appelle Loubny. Et les photographies que je vous montre ici, que je vais vous montrer, sont des photographies qui ont été prises par un photographe allemand qui s'appelle Johannes Halle, qui est un photographe de l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, et qui suivait ce qu'on appelle les groupes mobiles de tuerie, qui sont ces unités, des bataillons de police, des Einsatzgruppen, des groupes d'intervention, qui à partir de l'été 1941, au moment de l'avancée des troupes allemandes sur l'Union soviétique,
ont massacré à la fois les opposants politiques, notamment communistes, mais aussi les juifs et les tziganes qui se trouvaient dans les villages. Et les Allemands ont pris beaucoup de photographies, et les historiens ont eu la chance de retrouver ces photographies, là que vous avez ici en plus dans le cadre original, vous avez vraiment le négatif, elles ne sont pas retouchées. Et ce photographe a pris toutes les étapes d'un massacre qui date du 16 octobre 1941, où près de 2000 juifs de Loubny ont été rassemblés et amenés sur un lieu d'exécution. Alors, il faut avoir en tête que ces photographies, c'est bien l'œil nazi, c'est bien le regard nazi sur les victimes. Et tous les gens qui se trouvent sur ces photographies vont être fusillés dans l'heure. Et on voit que ces photographies sont bien cadrées. On peut ici, par exemple, apercevoir on a l'impression que cet homme a compris qu'il allait être assassiné. Comme sur toutes les photographies où il y a des enfants, même dans des conditions terribles, il y a une sorte de naïveté. On voit cet enfant, évidemment, ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on voit bien là sur l'écran, vous avez cet homme qui paraît résigné, cette mère qui pleure finalement ce qui va se passer, et l'enfant qui reste comme un enfant, voilà, qui ne comprend pas ce qui est en train de se jouer. Donc voilà, les Juifs sont rassemblés et puis fusillés par groupe de 40 à 50 personnes. Alors ces photos, je vais juste revenir sur celles-ci. Ces photos, on se demande mais finalement pourquoi les nazis prennent les photos. Alors il y a à la fois un aspect documentaire. La manière dont elles sont prises, c'est probablement des photos qui ont été ou qui auraient pu être utilisées pour un rapport. Mais on se rend compte qu'à la fois dans les commandes officielles de Berlin ou dans les photographies de soldats, mais qui sont des photographies personnelles, ce qui ressort finalement de ces photographies, c'est que ce sont des photographies comme des trophées, en fait. Hein. À partir de l'automne 1941, donc, est prise cette décision de tuer tous les Juifs d'Europe. Et les nazis ne peuvent pas s'empêcher de prendre des photographies qui sont comme des trophées. Ce qu'ils accomplissent est absolument unique dans l'histoire. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un génocide, puisque vous avez le précédent arménien, mais c'est la première fois qu'on met autant de moyens militaires pour tuer toute une population. Vous voyez, hein, donc on fait poser les victimes et vous avez les soldats allemands qui sont juste à côté. Et voilà Johannes Halle, qui est donc ce photographe de la Wehrmacht, donc l'armée régulière allemande, et qui a photographié les ghettos. Et, alors, on n'a pas les photographies au moment où les gens se font fusiller, mais on a toutes les étapes d'un massacre sur une journée. C'est ce massacre de Loubny du 16 octobre 1941 en Ukraine. Et puis je voudrais là donc faire un focus vraiment là sur des photos personnelles d'un lieutenant SS qui s'appelait Karl Hocker et qui a été l'adjoint de Richard Bauer, qui était le commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Et en 2006, le Mémorial de Washington s'est vu remettre un album d'une centaine de photographies, l'album personnel de photographies de Karl Hocker. Et c'est des photographies tout à fait exceptionnelles, parce qu'on y voit les SS au quotidien, alors qu'on est à Auschwitz. C'est des photographies probablement qui ont été prises au cours de l'été 1944, c'est-à-dire au moment où Auschwitz fonctionne à son apogée. Les Juifs de Hongrie arrivent par convoi entier à Auschwitz et on tue des milliers de personnes à Auschwitz à ce moment-là. Et notamment, il y a dans cet album de photographies une série où on voit les SS à une trentaine de kilomètres au sud d'Auschwitz, dans les montagnes, dans un petit chalet,
Solaute et les SS se détendent. Et ici, vous avez à la fois les hommes, mais les femmes que vous apercevez sur ces photographies, ce sont des auxiliaires SS qui travaillent dans le camp. Là, ici, vous avez l'ensemble des officiers donc, qui font fonctionner le camp d'Auschwitz. On aperçoit ici, je ne sais pas si c'est très visible sur la photo, un accordéon, donc de la musique, des chants. Il y a toute une série de photographies aussi où Karl Oecker est avec son chien. On revient là dans le petit chalet. Ici, vous avez Richard Bauer, qui est le commandant du camp. Ici, vous avez le docteur Joseph Mengele, donc celui qui se livre aux expérimentations médicales dans le camp d'Auschwitz. Et ici, Rudolf Höss, qui a été le premier commandant du camp et qui revient en 1944 pour planifier et organiser l'extermination des Juifs de Hongrie. 400 000 Juifs de Hongrie qui ont été déportés à Auschwitz et assassinés. Et ici, aussi une série de photographies où on voit Oecker avec ces jeunes femmes auxiliaires SS. Donc, dégustation de fruits des bois, musique. Et on ne peut pas s'empêcher d'être obsédé par ces photographies parce qu'on a du mal à faire le lien entre le moment où sont prises ces photographies et l'extermination quotidienne à Auschwitz. Voilà. Et c'est vraiment c'est des photos qui... On savait que les SS avaient une vie, bien évidemment, à côté de l'extermination. Certains étaient mariés, avaient leurs enfants. Mais il y a quelque chose de vertigineux et de sidérant dans ces photographies, puisque on ne peut s'imaginer qu'au quotidien, on tue des hommes, des femmes et des enfants à Auschwitz. Voilà. Et qu'en plus, la guerre est quasiment sur le point de se terminer. Alors la question qui se pose à travers ces photographies, c'est effectivement la question de la motivation des assassins. Qu'est-ce qui permet à ces hommes et à ces femmes de tuer au quotidien? Qu'est-ce qui les motive? Alors c'est une question sans fin, mais on peut essayer de cibler quelques motivations et notamment de se dire que sans doute la question de l'antisémitisme, du racisme biologique nazi est très présent. Le respect des ordres aussi, la pression du groupe, le sentiment de supériorité, la question aussi du pillage des biens, notamment par exemple les photographies que je vous ai montrées à Loubny. Très souvent, les soldats se servent sur les biens des victimes, les vêtements, les objets précieux, les bijoux. La récompense que l'on peut donner, certains aussi le sadisme. Et toutes ces motivations, les historiens se posent toujours la question de savoir d'abord est-ce qu'il y en a une qui domine les autres voilà. Pour ma part, je pense que la motivation idéologique, c'est-à-dire l'adhésion au génocide, l'adhésion idéologique au génocide, en tout cas pour les officiers, elle est absolument centrale. Je pense que c'est ce qui domine dans la motivation. Mais là aussi, ce sont des questions qui font débat. Je voudrais maintenant, puisqu'on a regardé un peu à la fois les victimes, et je pense que quand on parle de cette question, il faut toujours partir des victimes. C'est à la fois un point de vue moral et éthique, et bien sûr regarder aussi les assassins, qui sont les assassins, les nommer, essayer de comprendre quelles ont été leurs motivations. C'est absolument central quand on essaye de comprendre cet événement. Et je voudrais maintenant vous parler pour ne pas terminer sur des choses négatives, vous parler de la question du sauvetage des Juifs. Et là, vous présentez un personnage qui s'appelle Friedel Bonnereiter. C'est une jeune Suisse d'origine autrichienne qui, en tant qu'infirmière de la Croix-Rouge suisse, du secours aux enfants, donc une association sous tutelle de la Croix-Rouge suisse, a demandé à travailler dans un camp d'internement français de novembre 1941 à novembre 1942, notamment le camp de Rivesaltes. Alors la voici, Friedel, elle a survécu, elle a tenu un journal, et c'est une personne qui a à peine 30 ans quand elle arrive à Rivesaltes, et elle va tenir un journal, et elle aide les internés. Alors le camp de Rivesaltes,
C'est une ancienne caserne militaire qui a été transformée par l'administration française en camp d'internement. Je vous rappelle que le 4 octobre 1940, vous avez une loi qui autorise les préfets à interner les étrangers, les juifs étrangers, dans des camps spéciaux. Et ces camps spéciaux, c'est ce qu'on appelle les camps d'internement. Il y en avait avant la guerre. La Troisième République finissante avait mis en place des camps spéciaux, des camps d'internement pour notamment les républicains espagnols, puis les communistes. Et enfin, quand Vichy reprend la main, ils étendent ce réseau de camps. Et on passe finalement d'une logique d'exclusion à d'une logique d'exception sous la Troisième République, là, à une logique d'exclusion avec Vichy. Et ce camp, il fait, c'est une ancienne caserne militaire, fait 4 km sur 2. Il y a à peu près une capacité d'hébergement de 20 000 personnes et sont internés dans ce camp des juifs étrangers, donc de toute l'Europe, notamment les parents des enfants d'Isieux et les enfants d'Isieux eux-mêmes. Avant d'arriver à Isieux en mai 1943, généralement passent 1 an à 2 ans dans finalement ce qu'on pourrait appeler des espaces concentrationnaires. Alors évidemment, ce ne sont pas des camps de concentration, mais ce sont des lieux fermés, des lieux d'exclusion, où les conditions de vie sont absolument terribles. Je vous ai dit au début dans les chiffres, on estime qu'environ 3000 personnes sont décédées des mauvaises conditions de vie dans ces camps. Je vous montre quelques photographies où on voit les internés. Donc quand on dit les internés, c'est-à-dire qu'on n'interne pas les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, mais on les interne justement pour ce qu'ils sont. Alors pour ceux qui connaissent un peu la région autour de Perpignan, Rivesaltes, c'est à 13 km de Perpignan, c'est une région extrêmement ventée, donc il y fait très froid l'hiver et il y fait très chaud l'été. Et Fridolf Bonnereiter a demandé à travailler dans ce camp pour venir, pour assister ces populations internées. Et avec des collègues infirmières, elles ont réussi à créer un centre secours aux enfants dans lequel il y avait une éducation, une nourriture un peu meilleure et puis surtout une attention toute particulière. Parce que dans ce camp, il n'y a pas de travail, les gens sont laissés à eux-mêmes. Et autant vous dire, quand vous êtes un enfant ou un adolescent, c'est absolument dramatique. Vous souffrez à la fois de la faim et puis de l'isolement. On voit ici une de ces infirmières distribuer un peu de nourriture aux enfants. Et si j'insiste là sur l'acte de Fridolf Bonnereiter, qui est bien tranquille chez elle en Suisse, et qui décide de venir, au cœur d'un camp pour assister les enfants, c'est pour vous parler de cette thématique de l'aide et du sauvetage. Et aider ces enfants, on peut considérer ça très honnêtement comme une forme de résistance. C'est de la résistance civile. Voilà. Et vous avez des hommes et des femmes, et particulièrement des femmes, qui ont œuvré dans des œuvres caritatives pour aider et sauver des juifs. Des femmes qui n'étaient pas juives. Certaines d'entre elles ont été récompensées à titre posthume ou après la guerre, quand elles ont survécu, de la médaille des Justes, qui est une médaille qui est décernée par l'État d'Israël pour des non-juifs qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie pendant la guerre. Donc ces actions permettent de rentrer dans cette histoire de la Shoah avec un acte positif, volontaire. On pourrait vraiment qualifier ces femmes, en tout cas, d'héroïnes. Voilà, c'est ce qu'on appelle la résistance civile. Vous montrez aussi une autre jeune femme qui s'appelle Marianne Cohn, qui est née en Allemagne. Quand Hitler arrive au pouvoir, ses parents partent en Espagne. Ensuite, ils gagnent la France. Et elle a à peine 20 ans quand la guerre commence. Et très tôt, elle s'engage dans des mouvements, juifs comme les éclaireurs israélites de France ou les MJS, les mouvements de jeunesse sionistes. Et elle va très vite travailler avec ces réseaux et notamment faire passer des enfants de la France vers la Suisse. Et elle a sauvé des dizaines et des dizaines d'enfants. Malheureusement, elle a été arrêtée en 1944. Et elle a écrit un très beau poème. Elle a dit, le poème de mémoire, c'est
Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous lire le poème, mais je vous invite à aller le découvrir. Vous pouvez le trouver de partout. Et elle a un parcours vraiment tout à fait exemplaire, parce qu'elle a été arrêtée une première fois, elle a été libérée, elle a continué à faire passer des enfants en Suisse. Finalement, elle a été arrêtée, elle n'a pas parlé, et elle a été fusillée, sauvagement tuée par les SS en juillet 1944, Marianne Cohn. Et là aussi, c'est ce qu'on pourrait vraiment qualifier d'une héroïne. Alors, elle n'a pas pris les armes, mais elle a, par le fait de sauver des enfants, elle a finalement commis un acte de résistance. Et j'en profite aussi pour dire que Marianne Cohn, elle s'est fait aider par des associations à la fois juives, non juives, mais pendant toute la période, que ça soit en France ou en Europe, il ne faut pas perdre de vue que les Juifs ont résisté, j'allais dire, eux-mêmes, ce que Jacques Semelin appelle l'auto-sauvetage. C'est-à-dire que les Juifs ne se sont jamais laissés faire dans la Shoah. Là où ils ont pu résister, prendre les armes, sauver, ils l'ont fait. Voilà. Et c'est une dimension souvent qu'on a tendance à perdre de vue et à dire finalement, les Juifs, on entend très souvent ça. Quand je travaillais à la Maison d'Isieux, j'entendais de la part des scolaires des gens qui disaient « mais comment les Juifs ont-ils pu se laisser faire et emmener comme des moutons à l'abattoir ?» Cette idée, elle est complètement fausse. Il y a toujours eu une résistance juive, même dans les camps. Je vous rappelle que sur les 6 centres de mise à mort, il y a eu 3 révoltes. Une à Sobibor, une à Treblinka et une à Auschwitz. Et les 2 révoltes qui ont eu lieu à Treblinka et à Sobibor ont amené finalement à la destruction du camp. Donc partout, que ce soit par les armes ou que ce soit par la résistance civile, les Juifs ont résisté. Voilà. Et là, ce n'est pas un jugement ni même une analyse, il suffit simplement de regarder les faits. Puis il y a une autre résistance dont on pourrait parler, qui est la résistance spirituelle. Vous avez des Juifs croyants qui ont maintenu un Shabbat, qui ont maintenu une fête juive pendant la guerre. Et c'est là aussi une forme de résistance. Donc vous voyez, finalement, on a 3 formes de résistance face à un génocide. Une résistance armée, une résistance civile et une résistance spirituelle. Et je voudrais maintenant revenir sur Isieux et revenir sur l'action de Serge et Beat Klarsfeld, qui, au début des années 70, ont tout fait pour que Barbie soit d'abord le retrouver et puis faire à ce qu'il soit arrêté et expulsé vers la France pour y être jugé. Et là, c'est une photographie de Fortuné Benguigui. Alors, j'essaie de retrouver là. Voilà, Fortuné Benguigui, ici, qui est une mère qui a perdu 3 de ses enfants, qui étaient placés à Isieux, qui ont été déportés à Auschwitz. Et en mars 1971, avec Beat Klarsfeld et les militants des FFDJ, ils se sont rendus à Munich pour que le dossier Barbie ne soit pas classé et reste ouvert, ce qu'ils ont obtenu. Alors imaginez cette femme qui habitait Paris et qui, avec les militants des FFDJ, s'est rendue à Munich. Ils ont manifesté plusieurs jours et ils ont finalement obtenu que le dossier reste ouvert. Et ici, on retrouve Fortuné Benguigui en 1987 sur les marches du palais de justice avec ici Ita Rose Allonbrunner, dont Barbie a enlevé le fils aîné et deux petites qui étaient placées à Isieux, Claudine et Mina Allonbrunner. Alors là, je n'ai pas de photographie à vous montrer, mais sachez que Beat Klarsfeld et Ita Rose Allonbrunner, en 1972, un an après Munich, se sont rendus en Bolivie, à La Paz, et se sont enchaînés à un banc pour exiger des autorités boliviennes que Barbie soit expulsée vers la France. Finalement, les autorités boliviennes, vous avez un régime autoritaire très dur. Évidemment, ils rejettent la demande, mais cette action a un écho absolument considérable. Et les Klarsfeld, Serge et Beat, envisagent, avec un jeune philosophe français qui s'appelle Régis Debray, d'enlever Barbie. Mais ce projet d'enlèvement tourne court parce qu'en septembre 1973, Pinochet prend le pouvoir et l'opération est annulée. Et il faudra attendre 1982, c'est-à-dire une transition démocratique en Bolivie, pour que Barbie soit arrêtée et finalement expulsée vers la France en février 1983. Et à l'époque, le garde des Sceaux, c'est Robert Badinter, et Robert Badinter exige que Barbie passe
avant d'être envoyé à la prison Saint-Paul, passe par la prison Montluc, qui a été ce lieu d'internement des Juifs et des résistants pendant la guerre. Voilà. Et Barbie sera donc jugé en 1987 et condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Et le retour de Barbie, on le doit au courage des Klarsfeld et au courage aussi de ses maires d'Isieux, Ita Rose Allenbrunner, Fortuné Benguigui, qui, avec leur chagrin, finalement se sont rendus à Munich. Et imaginez Madame Allenbrunner à La Paz, qui s'est enchaînée avec Beat Klarsfeld sur un banc. Et finalement, toutes ces actions, c'est une traque pratiquement qui a duré 10 ans. Elle a pu, en tout cas, contribuer à ce que justice soit rendue. Voilà simplement cette photographie. On voit ici donc Claudine et Mina et Léon Allenbrunner. Et puis pour parler de mémoire, puisque le procès Barbie a été vraiment une date clé dans la mémoire de la Shoah en France, je voudrais revenir sur le discours historique de Jacques Chirac du 16 juillet 1995. Donc Jacques Chirac, président de la République, ce jour-là commémore la rafle du Vélodrome d'hiver. Et il a cette phrase qui aujourd'hui est une phrase de référence dans son discours, qui, en parlant donc des 16 et 17 juillet 1942, le jour où l'administration française et les policiers français ont à la fois organisé et arrêté près de 14 000 juifs à Paris, dont à peu près 4 000 enfants. Jacques Chirac a cette phrase, il dit dans son discours, il prononce dans son discours, il dit « Ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable ». Et quand il dit la France, il ne dit pas le régime de Vichy, il dit la France. Et donc cette phrase, c'est finalement la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Voilà. Et ça coupe avec une ancienne théorie qui veut que finalement Vichy, c'est une parenthèse. Voilà. Et aujourd'hui, quasiment tous les historiens s'accordent sur le fait pour dire qu'il y a une responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Voilà. Et il se trouve, que quand on regarde son passé en face, quand on regarde les périodes les plus sombres, ça permet de mieux avancer, voilà, tout simplement. Et on retrouve ici Jacques Chirac le 27 janvier 2005 à Auschwitz avec Simone Veil. Et on retrouve ici, donc en 2007, pour l'inauguration au Panthéon d'une salle pour les Justes de France. Je voudrais conclure avec à la fois de la poésie et puis du politique. Ici, c'est une photographie de Sabine Zlatin. Sabine Zlatin, c'est l'éducatrice qui a fondé la colonie d'Isieux, qui n'était pas là le jour de la rafle et qui s'est battue dans les années 80, début des années 90, pour qu'à Isieux, il y ait un mémorial. Alors, l'ont accompagné dans ce combat Serge Klarsfeld, mais vous avez aussi à l'époque celui qui avait été le procureur au moment du procès Barbie, Pierre Truche, qui s'engage pour la création de ce musée. Ça va prendre plusieurs années. Mais en 1994, vous avez un mémorial à Isieux qui voit le jour, inauguré par le président de la République, François Mitterrand, le 24 avril 1994, une inauguration de la maison d'Isieux. Et Sabine Zlatin, dès le lendemain de la guerre, elle va... Je refais un tour là, dans l'immédiate après-guerre, elle va aussi se battre pour qu'il y ait une plaque apposée sur la maison d'Isieux. Et au village, juste en dessous d'Isieux, il y a un tout petit village qui s'appelle Brégné-Cordon, il y a un petit monument qui est érigé. Et Sabine Zlatin a réalisé le dessin que vous voyez ici, donc une étoile de David, donc pour symboliser les enfants juifs, un garçon et une fille, une main armée d'un poignard qui vient transpercer l'étoile de David, et derrière, la croix gammée. Et puis elle a fait graver une phrase d'un poète anglais, John Donne, qui est un poème célèbre parce qu'il a inspiré Hemingway, qui lui a donné le titre d'un de ses romans, Pour qui sonne le glas. Et la phrase, c'est celle-ci donc. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. Et le poème continue. Aussi ne fais jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi.
je vais conclure par la personnalité de Simone Veil. Il se trouve que Simone Veil a été déportée par le convoi 1971 du 13 avril 1944 avec une partie des enfants de Lisieux. Elle a survécu à Auschwitz et c'est devenue la femme que l'on sait, une femme politique qui a occupé plusieurs ministères. Je rappelle qu'elle est à l'origine de la loi sur l'IVG, donc en fin 1974, qu'elle a été la première présidente femme élue au Parlement européen le 17 juillet 1979. Ensuite, elle a été plusieurs fois ministre et elle a été reçue à l'Académie française en 2010. Et vous savez que la tradition veut que les académiciens ont une épée voilà, sur laquelle apparaissent des symboles qui leur sont chers. Et je voudrais qu'on ait un temps d'arrêt sur son épée d'académicienne. Parce que Simone Veil est une rescapée de la Shoah, et finalement elle a consacré sa vie à la politique. Et on peut lire sur son épée d'abord plusieurs symboles, les mains jointes, symbole de la concorde. Sur la garde de son épée, elle a fait graver le nom de Birkenau. Alors ici, on ne voit pas, mais elle a fait graver son numéro de tatoué. Et comme en réponse à la barbarie d'Auschwitz, sur la lame de son épée, elle a fait graver 2 devises. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et la devise de l'Union européenne, puisque c'était une Européenne convaincue, unie dans la diversité. Voilà. Et je trouve que comme réponse à la barbarie d'Auschwitz, je trouve ça particulièrement remarquable. Là aussi, Simone Veil fait partie des grandes femmes qui peuvent... et d'ailleurs, elle est rentrée au Panthéon à l'été 2018. Une des, je crois, la 5e femme à rentrer au Panthéon. Et terminer sur une photographie où vous voyez ici Simone Veil au centre avec son écharpe et ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et finalement, à travers son parcours, c'est la vie qui triomphe. J'ai terminé, je vous remercie de votre écoute.